Lundi 18 mars, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Voici les titres. L'Île-de-France va nettoyer la décharge sauvage de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Samedi, la présidente de la région Valérie Pécresse est venue sur place pour dévoiler le calendrier des opérations de dépollution chiffré à 700 000 €. Valérie Pécresse qui était aussi aujourd'hui auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour une visite sur la colline d'Elancourt et au futur commissariat d'agglomération. Créée au XVIIIe siècle à Jouy en Josas, elle continue d'inspirer les créateurs. La toile de Jouy a même son propre prix. Pour la 5e édition, en pleine année olympique, les participants ont travaillé sur le thème des sports équestres. Les pièces sont exposées en ce moment au campus Versailles en attendant la remise des prix ce jeudi. Le sport Montigny-le-Bretonneux formule plaisir. Les footballeurs inimontins se sont largement imposés hier sur le terrain des Plaisirois. Score final 4-0 dans ce duel de mal classé de Division 2 de district. Retour sur la rencontre. Et puis c'est une véritable institution à Maurepas. Le salon Morpart revient pour une 40e édition. Une sélection d'œuvres d'artistes de la région est exposée jusqu'au 29 mars à l'espace Albert Camus. Invité d'honneur cette année, le scénographe, metteur en scène et comédien Christophe Leray. Il est l'invité du 7-8. Et lui est avec moi dès à présent au plateau, c'est Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Dans un instant avec vous, les informations du jour. Vous allez revenir notamment sur ce déplacement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aujourd'hui à Elancourt. Triple déplacement parce qu'il était aussi à Ben ce matin. Et vous nous présenterez également les actualités sportives à retenir dans les Yvelines. On parle de quoi ce soir ? On parlera notamment du pilote de Formule 1 Pierre Gasly qui est devenu l'un des propriétaires du FC Versailles, c'est du football. Et on parlera également de Léo Barré qui a été élu homme du match en rugby lors du tournoi des 6 nations contre l'Angleterre, lors de la belle victoire de la France face à l'Angleterre. On n'en finit pas de nous émerveiller, ce sera tout à l'heure avec nous dans le 7-8. Mais direction d'abord l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines où un dépôt sauvage s'est constitué depuis plusieurs années. La région Île-de-France, seul gestionnaire du site, s'est engagée à nettoyer la décharge. La présidente de la collectivité, Valérie Pécresse, a confirmé cette information en venant sur place ce week-end et en annonçant le calendrier de dépollution. Reportage de Clara de Frutos et Régine Ralèche. Tout nettoyer d'ici le mois de juin, c'est la promesse qu'a faite Valérie Pécresse. Ce samedi 16 mars, la présidente de la région Île-de-France a visité la décharge sauvage située sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui seul gestionnaire du site, la région s'engage à faire disparaître les 7000 m3 de déchets présents. Pour cela, 700 000 € devraient être mis sur la table. Le fonctionnement relevait de Saint-Quentin en Yvelines et du département, c'était du fonctionnement. Le fonctionnement, il ne l'avait pas. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule personne qui dirige et qui paye, et comme ça, on va nettoyer. Pour rappel, l'île de loisirs était historiquement gérée par un syndicat de gestion mixte. La région Île-de-France s'occupait des dépenses d'investissement, le département des Yvelines et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se partageaient les frais de fonctionnement. Ces deux derniers ayant quitté le syndicat, la région a donc repris à 100% la gestion de l'île de loisirs. Pour redonner vie au site avant l'été, Valérie Pécresse a déjà imaginé quelques projets. Moi, j'ai proposé qu'on travaille aussi à des bassins écologiques démontables pour faire de l'apprentissage de la natation. Donc on va faire ce qu'on a fait à Cergy-Pontoise l'année dernière, c'est-à-dire une belle opération fraîcheur sur l'île de loisirs de Saint-Quentin cet été, de façon à ce que si jamais on a une canicule en plein JO, on n'ait pas aussi malheureusement des quartiers populaires en ébullition. Lors de sa visite, la présidente de la région Île-de-France a aussi évoqué la création d'un éco-camping haut de gamme, des projets qui séduisent l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est vraiment bien sûr un soulagement parce que ça fait un certain temps que ça dure et puis on a bien sûr des projets quand même assez grandioses pour cette île de loisirs. Donc voilà, il faut bien sûr tout nettoyer voilà, pour que toutes les équipes puissent démarrer sur un très beau projet qui va être le cas pour l'île de loisirs bien sûr de Saint-Quentin-en-Yvelines. Située à quelques mètres du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, site de Paris 2024, l'île de loisirs accueillera une fan zone cet été. Les opérations de nettoyage devraient commencer le 2 avril prochain. Le site devrait donc être propre pour le lancement des Jeux Olympiques. On fait le point à présent sur le reste des informations du jour. Et c'est avec vous, Michael, on commence avec ce déplacement aujourd'hui dans les Yvelines de Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin a passé ses journées dans le département. L'objectif de sa visite, faire un point sur les différents dispositifs de sécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il est arrivé à 11h au centre régional d'instruction de la gendarmerie d'Île-de-France. Sur place, il a rencontré les forces de sécurité du département. Ces derniers lui ont fait une démonstration des mesures de sécurité qui seront en vigueur lors du parcours de la flamme olympique. Vers 13h, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la colline d'Elancourt. Le site accueillera les épreuves olympiques de VTT, l'occasion pour le ministre de s'exprimer sur la sécurité durant cet événement mondial. Nous serons au rendez-vous, nous avons pris les moyens pour ça, une loi spécifique pour les Jeux Olympiques qui nous y aide, 45 000 policiers et gendarmes en Ile-de-France pour les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture, le refus des congés pour l'ensemble des policiers et des gendarmes, donc 100% des agents du ministère de l'Intérieur seront en juillet-août mobilisés. Ça fait 3 ans que nous nous y préparons, des moyens extraordinaires ont été imaginés pour cela. Un déplacement qu'il a effectué aux côtés de Valérie Pécresse. La présidente d'Île-de-France Mobilité a également réaffirmé la sécurité dans les transports pendant cette période. Sur les transports, on est particulièrement mobilisé. Vous savez que pour les Jeux, la région Île-de-France va former 15 000 personnes au métier de la sécurité qui vont être recrutées pour les Jeux. On a mis une prime de 2 000 € pour tous ceux qui voudraient se former à ces métiers. Et après, on va organiser une plateforme d'emploi pour pouvoir les reconvertir, notamment dans nos polices municipales ou dans la sécurité des transports. Et Mickaël, on parlait d'un triple déplacement ce matin à Bennes, la colline d'Elancourt, et Gérald Darmanin a conclu son déplacement sur le chantier du futur commissariat d'Elancourt. Oui, et le ministre a profité de ce moment pour échanger avec les fonctionnaires de police et les élus locaux. Un sujet sera dédié à ce déplacement dans cette édition demain soir. On poursuit sur le thème de la sécurité, Mickaël, puisque nos confrères du Parisien ont sorti aujourd'hui leur classement des villes les plus sûres des Yvelines. Effectivement, Grégory est dans le top 3 des communes les plus sûres. On retrouve Guyancourt, Montigny-Bretonneux et Le Chesnay-Rocancourt. À savoir que le classement n'est fait qu'à partir des villes de plus de 20 000 habitants. Pour l'établir, nos confrères du Parisien recueillent différentes données du ministère de l'Intérieur datant de 2023. Les faits de délinquance sont ensuite regroupés en 4 familles. Les agressions, les vols, les cambriolages et les nuisances du quotidien comme les trafics de drogue. Ils effectuent ensuite une note sur 20. Le maire de Guyancourt, François Morton, s'est dit assez surpris des résultats, même s'il reconnaît que depuis le début de son mandat, il effectue un travail permanent avec la police. Les habitants remontent également beaucoup d'informations dès qu'un point de deal se met en place. À la dernière place de ce classement, on retrouve la ville de Plaisir. La commune a subi de nombreux cambriolages, ce qui a fait chuter sa note. Cependant, il faut souligner que l'ouest francilien est mieux noté que le reste de la région. Cet accident mortel à Villepreux à présent, un piéton a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche. Survenue vers 3h du matin aux alentours de Villepreux, en pleine campagne, la victime n'a pas survécu. À l'arrivée des pompiers, elle se trouvait au milieu de la route en arrêt cardiaque. Le conducteur s'est rendu à la police de Versailles dimanche matin. Il aurait affirmé, je cite, avoir percuté quelque chose en pensant qu'il s'agissait d'un animal. Il a été placé en garde à vue et pour l'instant, rien ne dit qu'il était sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. La victime, un homme de 46 ans, n'a pas été identifié. On écoute la réaction du maire de Villepreux au micro de Gabriel Gontier. C'est une route départementale évidemment qui n'est pas faite pour les cheminements piétons, surtout à cette heure de la nuit, et il semblerait que des fonctionnaires de police aient déjà vu cet homme à plusieurs reprises circuler sur cette départementale. C'est assez étrange d'avoir une personne justement qui s'y soit rendue à une heure très tardive de la nuit, c'est ce que l'enquête aussi doit éclaircir. Et pour terminer, Mickaël, une information sur l'actualité culinaire. Oui, une actualité qui va sûrement vous mettre l'eau à la bouche. Grégory, la cérémonie de guide Michelin qui récompense les restaurants étoilés est en cours. Dans les Yvelines, 6 restaurants possèdent déjà une étoile au guide Michelin. On retrouve par exemple le village à Marly-le-Roi, le panoramique à Rolleboise, le numéro 3 à Tremblay-sur-Mauldre. Les 3 derniers sont à Versailles avec la table du 11, le Gordon Ramsay au Trianon Palace et le festin au Grand Contrôle au sein du château de Louis XIV. On reviendra sur les résultats dans notre édition de demain. Bon, croisez les doigts, on espère qu'ils gardent leur étoile ou peut-être qu'ils en auront de supplémentaires. Ça devrait le faire, normalement. Qu'on puisse leur souhaiter. Merci Mickaël. N'oubliez pas le hashtag 78news, bien sûr, pour nous partager sur les réseaux sociaux une information qui vous a marqué près de chez vous dans les Yvelines. Début mars, la Confédération paysanne appelait à manifester à Paris. Elle estime que le gouvernement n'a pas répondu à la colère des agriculteurs. Elle souhaite que les normes environnementales ne soient pas bafouées au profit, je cite, de fausses solutions technologiques. Dans les Yvelines, nous sommes allés à la rencontre d'un maraîcher, membre de ce syndicat. Interview collectée par Mathilde Franco.
Alors, la ferme des Loges, on est une petite ferme maraîchère qui travaille sur 2,2 hectares. On a des serres et également un atelier de poules pondeuses avec un poulailler mobile qu'on déplace de culture en culture pour nettoyer le sol, l'enrichir. Parce qu'on pense que la direction que prend l'agriculture proposée et le modèle proposé par la FNSEA et qui est soutenu aujourd'hui par le gouvernement, c'est celui d'une agriculture de firme, une agro-industrie qui vise à l'extension des exploitations existantes et non à leur réduction. Si on prend l'exemple d'ici, la ferme des Loges, on est 2 actifs, 2 salariés, 2 exploitants pour un terrain qui est fait de 2 hectares et on arrive à en vivre. La Confédération paysanne, elle a des pratiques qui sont un peu, je dirais, avant-gardistes, mais en fait on ne fait que revenir à des pratiques d'antan, à des pratiques de l'agriculture de toujours. Donc nous, la Confédération paysanne, on propose des solutions de bon sens, qui sont des solutions d'être moins dépendant de l'extérieur, moins misé sur l'exportation, mais plutôt sur des marchés locaux. Et il y a bien sûr la question du prix plancher qui a été une proposition de la Confédération paysanne, qui a été récemment repris par le président de la République. Et ça, quand on voit que ça vient de la Confédération, essayons de discuter avec la FNSEA, avec les autres pour la mettre en œuvre. Elle fait partie de notre patrimoine. La toile de Jouy est aujourd'hui connue à travers le monde entier. Confectionnée pour la première fois à Jouy-en-Josas en 1760, elle a même son propre prix. Depuis 2020, il récompense les meilleurs designers textiles. En attendant la remise des récompenses ce jeudi, les créations des finalistes sont exposées en ce moment au campus Versailles. Gabriel Gontier. C'est une toile imprimée, reconnaissable entre mille et symbole du savoir-faire français à l'international. Cette année encore, la 5e édition du prix de la toile de Jouy a attiré les meilleurs designers textiles du monde entier. Ce qui explique aussi l'engouement pour ce prix, c'est justement que quand vous regardez une toile de Jouy, vous ne voyez pas cette imbrication de motifs. La toile de Jouy, pour le designer textile, c'est un symbole de grande maîtrise du dessin et de son application dans les arts décoratifs. Au total, une centaine de créateurs ont été sélectionnés dans 2 catégories, étudiants et professionnels. À l'approche de la remise des prix, on connaît désormais le nom des finalistes, parmi eux plusieurs Yvelinois comme Mathilde Burkhardt. J'ai essayé de faire une création qui reste dans l'esprit toile de Jouy, donc j'ai volontairement utilisé une palette assez douce, ton sur ton, avec juste une touche de couleur, se concentrer sur le mouvement général. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la composition autant que sur juste les dessins en eux-mêmes. Un travail de création et de recherche qui s'est articulé cette année autour du thème des sports équestres, clin d'œil aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, auquel s'est associé le campus Versailles qui accueille l'étoile jusqu'à la fin du concours. Ça a du sens parce qu'effectivement ici nous sommes situés dans la grande écurie du roi, donc forcément ce thème est tout à fait d'à propos. Nous avons vocation aussi à être un lieu culturel qui joue à la fois la carte locale et puis bien sûr avec un rayonnement plus large. Les votes sont ouverts au public jusqu'au 19 mars. Le nom des vainqueurs seront révélés sur la toile lors de la remise des prix le 21 mars prochain. C'est l'heure de la page sport dans le 7-8. Kelly Elmidoro toujours installé avec moi en plateau. On commence avec du football, le championnat de national. On jouait ce week-end la 25e journée du championnat de national. Versailles a enchaîné un 3e match sans défaite. Les hommes de Jean-Luc Vasseur se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0 contre Cholet, les derniers du classement. Cette victoire fait du bien aux joueurs de la Cité Royale. Ils sont désormais 10e et s'éloignent un peu plus de la zone de relégation. Le FC Versailles, qui on l'a appris aujourd'hui, va accueillir une nouvelle recrue. Le pilote de Formule 1, Pierre Gasly, est devenu le 3e
16e, associé propriétaire du FC Versailles aux côtés d'Alexandre Mullier et Fabien Lazare, passionné de football depuis longtemps. Il veut aider le club à se développer sur le long terme, un beau partenariat en perspective. Il ne sera pas sur le terrain, voilà. Il fait partie désormais des actionnaires du Football Club de Versailles. On continue à parler de football. Pourquoi pas sur le terrain un jour? Pourquoi pas sur le terrain, voilà. On continue avec le football et le championnat de Division 2 de District. Montigny, le Bretonneux, est en difficulté dans ce championnat. C'est largement imposé ce week-end sur la pelouse de Plaisir. Une autre équipe en difficulté. Le score est sans appel, 4-0. Le résumé du match, Clara de Frutos pour les images. Un derby yvelinois, 2 équipes en difficulté en D2 de District, c'était le cocktail de ce Plaisir Montigny-le-Bretonneux ce dimanche 17 mars. Après quelques minutes de jeu, les Ignymontins marquent 2 buts très rapidement dans cette partie pour se mettre à l'abri. 2-0, ce sera le score à la pause. On était en place les 10 premières, après on se prend un but assez rapidement sur une erreur, mais bon c'est un fait de jeu. Et après on n'a pas réussi à trouver les options offensives pour recoller au score. On a la chance de mener rapidement 2-0. Donc ça étouffe un petit peu. On a l'opportunité de mettre un 3e but, on ne le met pas et ça c'est un peu dommage parce que vous permettez toujours à l'équipe adverse de revenir dans le match. En seconde période, même scénario, Montigny, le Bretonneux marque très tôt après la reprise sur cette action confuse. 3-0. Le festival Ignymontin se poursuivra avec un 4e but. Plaisir ne sauvera pas l'honneur dans cette partie. Score final 4-0. Du soulagement. C'était une semaine assez difficile. Semaine dernière, on perd contre les derniers. Donc il fallait réagir après une défaite. Là, on a réagi, bien réagi. On va gagner 4-0 à l'extérieur. À Plaisir, c'est jamais facile. À la mi-temps, on se prend une petite soufflante pour aller les chercher un peu plus haut. C'est ce qu'on a fait. Et malgré ça, pas efficace. Derrière, on se prend des pions aussi. Donc ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Après ce résultat, Montigny-le-Bretonneux se retrouve à la 9e place du classement et Plaisir est 10e. Prochaine journée ce dimanche 24 mars, les Ignymontins joueront à domicile contre Valais 78 et Plaisir ira défier Mauloise. Le rugby, Mickaël, avec un Yvelinois qui a brillé ce week-end avec le 15 de France. Retenez bien son nom, Léo Barré. Ce Versaillais était l'un des grands artisans de la victoire de la France sur l'Angleterre ce week-end dans le tournoi des 6 nations. Il a inscrit son premier essai chez les Bleus sur un caviar de Charles Olivon à la 56e minute. Une réalisation qui a permis de revenir à un petit point du 15 de la Rose. Il a été logiquement élu homme du match à la fin de la rencontre. Rappelons qu'il a tout juste 21 ans. S'il continue comme cela, il devrait faire de nombreux tournois internationaux avec l'équipe de France. Bravo à lui. Le handball et le championnat de National 3. On jouait ce week-end la 17e journée du championnat. Le Chénet Yvelines Handball n'a fait qu'une bouchée de Gonfreville ce samedi 16 mars. Les Yvelinois se sont imposés 44-24 à l'extérieur. Une victoire qui leur permet de garder la tête du classement. Ils sont devant Caen avec 2 points d'avance. Toujours en handball, mais cette fois-ci le championnat de National 2 féminine. On jouait la 17e journée également. Et là aussi une belle victoire pour un club yvelinois. Les féminines de Montigny-le-Bretonneux se sont imposées 38-34 dans leur gymnase face à l'Homme Lille Métropole. Une équipe du top 5 du classement. Ce résultat permet aux Ignymontaines d'être 9e du championnat. Le basket, encore Victor Wembanyama, mais on ne s'en lasse pas de parler de lui. Et Victor Wembanyama était encore en feu. Ce dimanche, le basketteur originaire du Chénet Rocancourt a compilé, écoutez-moi bien, 30 points, 15 rebonds, 5 passes décisives et 5 contres en affichant plus de 50% d'adresse pour permettre aux Spurs de l'emporter contre les Nets. C'est une première historique pour un joueur de la NBA avec cette adresse. Victor Wembanyama qui pourrait participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France cet été. Rien que ça. Produit marketing aussi, Victor Wembanyama, il a présenté le nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro de football. Il fait tout, ce Victor Wembanyama en marge de la rencontre face aux Nets. Le pivot est arrivé à la salle avec le nouveau maillot de l'équipe de France de football pour l'Euro. Un coup de pub de l'équipementier. Les Bleus joueront la compétition en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. S'ils vont en finale, ils prépareront la compétition dans les Yvelines au Centre Technique National de Clairefontaine. On poursuit ces actualités sport avec de la course à pied, l'Éco-Trail de Paris qui se tenait ce week-end. Des centaines de courageux ont pris le départ du 80 km de l'Éco-Trail ce samedi 16 mars dans la matinée. Des vagues de coureurs se sont élancées depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. Et c'était une grande première. Les sportifs sont entrés à l'intérieur du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines.
Après 5 heures, 57 minutes et 15 secondes, c'est Ambroise Bonfils qui remporte l'épreuve. Chez les femmes, Manon Gras termine en 7 heures 12 minutes et 28 secondes. L'Écotrel reviendra pour une 18e édition l'année prochaine. On termine avec une épreuve 100% féminine, c'est le Raid des Amazones. La compétition se déroule actuellement au Cambodge et des Yvelinoises participent à cette compétition 100% solidaire qui est composée d'épreuves comme le canoë ou encore le VTT. Nous les avions reçus il y a quelques semaines sur le plateau de TV78 et Myriam, Christelle et Armel nous ont envoyé une petite vidéo. Regardez. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors on est en direct Raid Amazon au Cambodge. On est bien arrivé. On est maintenant à mi-parcours. Il nous reste plus que 2 jours. 2 jours, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il fait 37 degrés. Voilà, on a fait le trail, le canoë et le run and bike. Et là, on va faire la chasse au trésor. Voilà, chasse au trésor aujourd'hui en équipe. Et puis demain, VTT. Et le dernier trail après. Trail et un tir à l'arc pour celles qui l'ont pas fait. Ouais, moi pas déjà, fait encore. Moi, tu l'as fait. Bon, bah voilà. Donc voilà, on vous donne des nouvelles. Tout va bien, tout se passe bien. On est encore entière pour l'instant. Bon, retour en France prévu le 22 mars, c'est bien ça, Mickaël? C'est bien ça, exactement. Bon courage pour la suite de ce raid et merci, Mickaël, pour toutes ces informations sportives. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. De la brume et un ciel gris. Demain matin, dans les Yvelines, il fera entre 9 et 11 degrés sur l'ensemble du territoire. Le temps se lève dans l'après-midi avec des éclaircies sur tout le département. Côté température, la douceur sera de nouveau présente avec 17 degrés sur les secteurs de Versailles, Rambouillet et Houdan, jusqu'à 18 degrés à Mantes-la-Jolie. Ce mardi 19 mars, nous fêterons les Joseph. Tout de suite, l'invité du 7-8. « 40 ans pour Morpart », le salon d'art, véritable institution culturelle à Maurepas, a démarré depuis samedi. C'est jusqu'au 29 mars à l'espace Albert Camus. La thématique cette année est passeur d'histoire. Des œuvres d'artistes amateurs franciliens sont exposées, œuvres sur toile ou sur papier, des sculptures, photographies ou même des installations vidéo multimédia. Et chaque année, l'événement a son invité d'honneur qui est pour cette 40e édition, Christophe Leray, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes scénographe, metteur en scène et comédien, on vous a reçu déjà à plusieurs reprises sur ce plateau et vous avez travaillé, on le sait, sur de nombreux projets dans les Yvelines. On peut citer les châteaux de Breteuil, de Grousset, de Maison Lafitte ou encore de Thoiry, et vous êtes aussi le président de la compagnie théâtrale de la Troupe du Crâne. On avait parlé de l'anniversaire il y a quelques mois ici sur ce plateau de TV78. Ça vous fait quoi d'être l'invité d'honneur de cet événement incontournable à Maurepas? Pour la symbolique, c'est d'ailleurs à l'espace Albert Camus que vous avez effectué vos premiers pas de comédien, c'était il y a 23 ans, c'est ça? Il y a 23 ans exactement, c'est là que j'ai fait mon premier spectacle avec la Troupe du Crâne. Je jouais Volpone ou le Renard de Ben Jonson, qui est un contemporain de Shakespeare, et c'était une pièce mise en scène par Monique Fondidion. Et j'ai d'abord été très honoré quand on m'a proposé donc d'être l'invité d'honneur. Après, je me suis dit comment traduire ma démarche artistique, parce qu'elle est assez polyvalente. Et puis, on a beaucoup échangé, et j'ai senti que la municipalité et l'équipe de Camus avait envie de quelque chose qui sortait un peu du cadre, et ma foi, on est parti dans cette aventure. Et on va parler de vos missions. Il y a eu un travail artistique sur cet événement que vous exposez, on aura l'occasion d'en parler. En tant qu'artiste justement pluridisciplinaire, quel regard vous portez sur cet événement qui met justement l'art sur plusieurs formes, qui met à l'honneur l'art sur plusieurs formes? Je disais, il y a des œuvres sur toile, sur papier, il y a de la photographie, des œuvres vidéo, multimédia. C'est déjà très impressionnant de se retrouver au sein d'un jury pour faire une sélection. Et en tout cas, ce qui revient d'année en année, puisque j'avais déjà eu le plaisir d'être spectateur de ce visiteur de ce salon, c'est que c'était quand même un rendez-vous qui fédère de nombreux artistes, et il y a de vrais talents locaux, et on sent qu'il y a un vivier au sein de ce Morpart. C'est la 40e édition, donc c'est quand même un événement qui perdure au fil des ans. Voilà, il y a quand même, on sent que la symbolique est forte à tous les niveaux, du côté du salon, du mien. Mais voilà, après l'essentiel c'était de présenter vraiment un échantillon de qualité. Il y avait quasiment 250 œuvres, il y en a une 60aine qui ont été sélectionnées, donc ça fait quand même
numériquement déjà un écrémage qui était assez surprenant mais nécessaire. Et la thématique cette année, c'est Passeurs d'histoire. Alors, on parle ici de la grande histoire ou des histoires, c'est au choix, parce qu'on peut aussi le mettre en version plurielle. Ça vous inspire quoi, cette thématique Passeurs d'histoire? Alors c'est moi qui l'ai soufflé, cette thématique, parce que de par mon travail de muséographe, de scénographe, les mots sont essentiels. Et c'est la base de tout, que quand on fait par exemple un projet de scène de conte ou quand on fait un parcours immersif, il faut un scénario, il faut un synopsis. Quand on fait du théâtre, il y a un texte de théâtre. Et je me suis dit que vu les œuvres que j'allais présenter, eh bien les autres artistes sélectionnés pouvaient eux aussi offrir une petite ouverture justement ou un questionnement sur leur œuvre avec un texte de leur choix. Ça, c'est la première fois qu'il y a un texte qui explique l'œuvre. Exactement. Alors après, c'était très libre. Ça pouvait être un texte tout à fait personnel, un extrait d'un poème, d'un haïku, d'un roman, d'une lettre, peu importe, abstrait ou très concret. L'idée, c'était d'ouvrir justement et que les mots accompagnent aussi l'œuvre d'art. Alors, l'une de vos missions, c'est de présider le comité qui attribue les prix de Morpart. Alors, il y a un prix par support, ce qui fait 5 prix au total. Aussi, prix du public, prix des enfants et du Lions Club. Vous le trouvez comment, le cru, cette année, de cette 40e édition? Écoutez, moi, j'ai été vraiment très agréablement surpris de la qualité de ce qui est présenté. Je dirais que j'ai eu... personnellement, un gros coup de cœur sur les photos présentées, les gravures aussi, un travail à la fois et technique et sur les thématiques aussi très intéressant. Voilà, il y avait des regards qui étaient très complémentaires. Moi, j'essayais de privilégier l'émotion aussi que l'œuvre me suggérait. Et puis d'autres membres du jury étaient très attentifs et très soucieux à la technique. Donc finalement, l'entente s'est bien passée et on est tous tombés d'accord assez rapidement. Et en tant qu'invité d'honneur, on le disait tout à l'heure, vous avez également une proposition artistique qui est exposée justement à Morpart. On va voir quelques-unes des images. Quel a été le travail? Vous êtes parti de quelle idée? Alors l'idée, c'était de présenter ma démarche. Moi, j'ai plusieurs amours artistiques. J'ai commencé par la peinture et le dessin, j'avais 6 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai voulu sortir un peu des ateliers pour commencer à faire du théâtre et appréhender l'art de la scène. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai poursuivi mes études. J'ai des études d'histoire à Saint-Quentin, j'ai un master d'histoire. Et après mes études, j'ai essayé de tout combiner, c'est-à-dire relier ma passion pour le patrimoine, ma passion pour l'art, le théâtre. Et je suis devenu scénographe il y a maintenant 15 ans, enfin voilà. Et puis j'ai créé mon entreprise Didascalie il y a 10 ans, et je fête les 10 ans cette année. Et voilà, l'idée c'était de montrer un petit peu toute cette évolution, tout ce processus, comment le dessin, la peinture m'ont nourri. Comment l'art de la scène et l'incarnation des différents personnages aussi, avec des photos, des costumes de scène qui sont présentés, ont pu... c'est toute une équation, c'est la peinture plus la scène égale la muséographie, les installations dans les musées, les monuments, tout ça m'a nourri. Et justement, la dernière partie du triptyque, ce sont des photos d'installation, des croquis, des schémas, des vidéos aussi qui sont projetées, parce qu'il y a toujours dans les installations du son, de la lumière, des décors et de la vidéo. Et voilà, donc on perçoit un peu, je l'espère, cette évolution, et on comprend que tout ça aboutit sur des projets riches, je l'espère, et en tout cas parfois un peu complexes, parce qu'ils mêlent beaucoup de choses, mais toujours dans l'objectif d'amener un peu de rêve et d'ouvrir la porte de l'imaginaire. Alors, vous avez des costumes qui sont exposés. Si on peut revoir peut-être l'animation avec l'affiche de cette 40e édition de Morpart, il y a un costume avec un ciel bleu, des nuages, qui est d'ailleurs, il me semble, issu de votre travail autour de Jules Verne, si j'ai pas de bêtises. Oui, alors c'est d'abord un costume que j'ai porté à Maison Lafitte. On avait créé un escape game avec les amis de Charles Perrault à l'époque, avec qui je travaillais, et c'était l'un des tout premiers escape games qu'on mettait en place à Maison Lafitte, dans un monument. Et j'incarnais un détective du temps qui s'appelait Aérochronos, et j'avais trouvé ce costume très dans l'esprit de Magritte. Et l'année dernière, on a monté avec Aline Franciscovich, avec qui je forme le duo Diapason, un parcours sur Jules Verne pour le château de Champs-sur-Marne, puis le château de
Fontainebleau, et j'ai ressorti ce costume parce que je l'aime trop et que voilà, j'ai aussi la tête, je suis quelqu'un de très pragmatique, mais j'ai aussi la tête dans les nuages. Regardez cette image justement, Christophe Fleuret, vous avez visiblement les mêmes goûts que notre Mister Météo Thomas Fletcher. C'est son costume dans l'émission Alors quoi de beau. Oui, mais je l'ai déjà vu et ça m'a beaucoup fait rire, effectivement. Je pense qu'on a les mêmes adresses. Un dernier mot pour Morpart, peut-être pour inciter les téléspectateurs à venir. Pourquoi il faut venir à Morpart cette année? Justement parce que le thème est vraiment très intéressant et qu'on se laisse porter par toutes ces histoires. Justement, chaque œuvre est un univers à part entière et justement c'est très riche, c'est très varié. Et puis sur le plateau, il découvre aussi une démarche qui est plutôt atypique et puis et j'espère qui peut les interpeller et qui amène aussi toujours, plus que jamais, on est dans un monde d'une ultra-violence, c'est bien d'avoir ce temps un peu de pause comme ça et puis d'évasion. Et je crois que ça c'est nécessaire, plus que jamais. Et je le rappelle, c'est jusqu'au 29 mars à l'espace Albert Camus à Morpa pour la 40e édition. En plus des œuvres, une exposition rétrospective est proposée ainsi que plusieurs conférences. Vous retrouvez le programme complet sur le site de la mairie de Morpa, morpa.fr. Merci Christophe Fleuret. Merci à vous. D'être venu en parler en plateau. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.